Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dimanche dernier, comme plus de 11 millions de Français, vous avez peut-être suivi la soirée électorale en direct devant votre télévision. Et à 20h, lorsque les résultats se sont affichés, c'est peut-être cette réaction-là aussi qui vous a traversé l'esprit. Il est 20h et on découvre la nouvelle Assemblée. Et ce n'est pas le tiercé qui était attendu à l'issue du premier tour. C'est d'abord la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête. Personne, ou presque, n'avait anticipé ces résultats. Avec toute l'équipe de La Loupe, on s'est évidemment dit qu'il fallait qu'on dédie un épisode à cette nouvelle donne politique. Une fois l'émotion retombée, force est de constater qu'il n'y a eu aucun vainqueur clair à ces élections législatives anticipées. Le Rassemblement national fait une contre-performance inattendue, mais obtient un nombre record de sièges à l'Assemblée. L'ancienne majorité présidentielle sauve les meubles, même si elle a perdu plus de 80 députés. Et le nouveau Front populaire arrive en tête, mais peine à s'entendre sur la stratégie à suivre. La question se pose alors, où va la France ? La dissolution provoquée par Emmanuel Macron a-t-elle rendu le pays ingouvernable ? À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Aujourd'hui, on va directement interroger les journalistes de l'Express dans la rédaction. Et on commence évidemment par le service politique. Éric Mandonnet et Olivier Perroux nous attendent déjà en studio. Bonjour Éric, bonjour Olivier. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Alors l'exercice n'est pas facile, mais je sais que vous avez préparé quelques éléments. Le résultat des élections, on le connaît, et normalement, à ce stade, après des législatives, on devrait connaître le nom du Premier ministre, mais là, ça semble très loin. Bon, on a le nom du Premier ministre, il faut être attentif, il faut suivre. Charlotte, le Premier ministre, c'est Gabriel Attal, évidemment. Mais il semblerait qu'il y ait eu des élections législatives. Rien ne le prouve, puisque Attal est Premier ministre. Ça va bientôt changer. Attal ne sera bientôt plus Premier ministre, mais Premier ministre. C'est très différent. Premier ministre démissionnaire, chargé d'expédier les affaires courantes. Ça, c'est un changement qui devrait avoir lieu la semaine prochaine pour que Emmanuel Macron montre qu'il tient quand même compte du résultat des législatives. Mais concrètement, que dit la Constitution sur cette désignation du futur Premier ministre ? La Constitution, elle est claire, elle est simple. Article 8, le président de la République nomme le Premier ministre. Il nomme tout seul, il n'a consulté personne, il nomme quand il veut, c'est vraiment le choix du président de la République. Simplement, il y a maintenant une évolution de l'article 8. Lorsque, à l'Assemblée nationale, il y a une majorité de députés opposés au président de la République, c'est l'article 8 dit de cohabitation. C'est un article 8 un peu factice. C'est 1986, c'est 1993, c'est 1997. Le président fait mine de choisir le Premier ministre. En fait, il nomme celui que la majorité parlementaire a choisi. Parce que le Premier ministre est responsable devant le Parlement, tu nous l'as dit régulièrement dans La Loupe, Éric. Alors, est-ce que le risque qui plane sur l'Assemblée, ce n'est pas celui d'une motion de censure permanente, Olivier ? C'est le sujet parce que tu auras remarqué qu'il n'y a pas de majorité franche à l'Assemblée nationale, il n'y a que des majorités relatives. Personne n'a les forces numériques aujourd'hui pour désigner son champion pour Matignon. Ce qui amène un problème, c'est que personne n'a gagné. Surtout, c'est que personne n'est en capacité de gouverner, de passer des réformes. À l'Élysée, on dit même, c'est pas qu'il y a des majorités relatives, on dit il y a 3 minorités. Il y a 3 minorités dans cette Assemblée. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le Premier ministre qui sera désigné successeur de Gabriel Attal, qu'il soit celui du nouveau Front populaire, qu'il soit d'un accord entre la Macronie et les Républicains, ou même, soyons fous, qu'il soit Jordan Bardella, revirement total de situation, il n'a pas les capacités parlementaires, il n'a pas suffisamment de députés pour faire passer ces textes, et sa durée de vie, de fait, est tout de même très limitée. Parce que, déjà, une motion de censure peut être déposée à n'importe quel moment, mais c'est surtout qu'il ne peut légiférer que par décret ou par 49.3. Le risque d'un 49.3, c'est d'être victime justement d'une motion de censure, parce que la somme des adversaires
de la gauche ou la somme des adversaires de LR ou la somme des adversaires de la Macronie fait forcément plus de députés et donc fera tomber ce gouvernement. Et j'ajouterais une chose à ce que vient de dire Olivier, c'est qu'un député, aujourd'hui, il vote la motion de censure. Bon, cool Raoul. Généralement, un député fait attention parce qu'il y a la menace de la dissolution, cette épée de Damoclès au-dessus de lui. Cette fois-ci, pendant 1 an, le député a envie de censurer, il est sûr de garder son siège et ça compte pour un député. Et donc, avec tout ça en tête, quelle est la posture d'Emmanuel Macron en ce moment ? Emmanuel Macron, il veut gagner du temps, il veut desserrer l'étau. En gros, c'est l'objet de la lettre qu'il a publiée mercredi. Il dit « Je ne nomme pas un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, je demande à toutes les forces républicaines qu'il essaye de définir, mais c'est un vrai sujet parce que la dernière fois que Emmanuel Macron a réuni toutes les forces de l'arc républicain, puisque c'était les fameuses rencontres de Saint-Denis. Il y avait LFI, il y avait le RN. Donc l'arc républicain est une notion à dimension variable. Eh bien, Emmanuel Macron sait qu'il est radioactif, donc il dit aux forces républicaines, accordez-vous. Et donc, ça va prendre du temps, il peut partir en vacances, Emmanuel Macron. Alors, on va tenter quelques prédictions tout de même. À ce stade, quelle majorité possible se dégage ? Alors, il y a ce que souhaite une partie de la droite. Un gouvernement Renaissance LR avec un Premier ministre LR. Ça, c'est un peu ce que pensent Xavier Bertrand, ce que pense Michel Barnier. Mais Laurent Wauquiez ne veut pas en entendre parler. Laurent Wauquiez, il dit d'accord pour soutenir un gouvernement sur un pacte législatif, mais sans participer, sans Premier ministre LR. Et puis, il faut bien se rendre compte que si on a un Premier ministre LR, Renaissance se fracture. Il y a des gens qui diront « nous, on s'en va ». Donc ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, une majorité construite autour de Renaissance. Alors, Renaissance voudrait un large gouvernement allant de la gauche à la droite, sans les extrêmes, et aussi sans qu'Emmanuel Macron s'en mêle. Même à Renaissance, on ne veut absolument pas que le président vienne s'occuper de ça, parce que le président aujourd'hui est un gêneur plus qu'un facilitateur, et il est perçu comme tel, y compris dans son propre camp. Donc ça, ce serait un gouvernement sans les extrêmes. Il faut bien se dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit. Il y en a un autre qui est un gêneur et qui n'est pas un facilitateur, comme Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un peu le sujet de la gauche aujourd'hui, qu'il ne veut pas se faire, entre guillemets, voler ses élections législatives. Et si LR et une partie de Renaissance sont en train de réfléchir à un projet de législature ou de gouvernement en commun, eux, ils en ont un projet, la gauche. Le SMIC à 1 600 €, l'abolition de la réforme des retraites, etc. Et donc, aujourd'hui, le discours de la gauche, et notamment d'Olivier Faure, est d'assumer ce côté, on a une majorité qui est très relative, mais on est en capacité de gouverner. Et comment on est en capacité de gouverner ? Eh bien, très vite, on sait que notre durée de vie, elle est au mieux d'1 mois, au pire de 24 heures avec une motion de censure. Donc, très vite, dès qu'on arrive dès les premières heures, on supprime les décrets d'application de la réforme des retraites. Par décret, on met le SMIC à 1 600 €. On fait vraiment l'urgence sociale parce que, disent-ils, l'une des leçons de ces élections législatives, que les Français aient voté RN ou que les Français aient voté à gauche, c'est qu'il y a une urgence sociale dans le pays, donc il faut la résoudre très vite. On avance vite, sans forcément le Parlement. Mais attention, pas avec des 49.3, pas pour faire comme Emmanuel Macron ces dernières années. Bref, Charlotte, si tu as compris qui sera le prochain Premier ministre, c'est qu'on s'est vraiment mal exprimé. Merci beaucoup à tous les deux et je pense que la rentrée promet d'être encore très chargée en actualité politique. Au revoir Charlotte. Merci Charlotte, au revoir. Une fois n'est pas coutume, chers auditeurs, je vous propose d'aller discuter directement dans la rédaction avec certains journalistes de l'Express que vous connaissez bien. Je peux vous dire que dans chacun de leurs domaines de prédilection, les interrogations sont nombreuses ces derniers jours. Alors, je vais d'abord aller voir Béatrice Mathieu, qui est grand reporter à l'Express. Toute cette année, elle vous a fait profiter de ses analyses économiques pointues. C'est vraiment la personne qu'il nous faut pour décortiquer les enjeux autour du budget. Bonjour Béatrice, est-ce que je peux te déranger quelques minutes ? Vas-y Charlotte.
Alors, on sait qu'un des gros enjeux de la rentrée, ça va être le vote du budget. Est-ce que tu pourrais nous rappeler déjà en quoi ça consiste ? Le budget, c'est un peu le fondement de tout. Sans budget, il n'y a pas d'État, et encore moins d'État-providence. Le budget, c'est le fondement de nos institutions, de notre économie, de nos services publics. Tout repose un peu sur le vote de ce fameux budget. Tous les ans, à l'automne, on vote le budget de la France pour l'année suivante. Et de ce vote dépend vraiment la politique que va mener le gouvernement dans les mois qui suivent. Concrètement, comment nos textes de loi encadrent ce vote du budget ? Bon, alors, accroche-toi, là, c'est pas simple. Alors, ce qui est prévu, c'est que tous les ans, le gouvernement doit déposer un projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 1er mardi d'octobre. Alors, cette année, ça tombe le 2 octobre 2024 pour le budget 2025. À partir de là, il y a un délai de 70 jours maximum, délai dans lequel les deux assemblées, donc l'Assemblée nationale mais aussi le Sénat, doivent examiner le texte et puis le voter. Il est d'abord examiné à l'Assemblée nationale, puis il part au Sénat, c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire, et puis après il revient à l'Assemblée nationale où il va être voté, théoriquement voté, à ce qu'on appelle la deuxième lecture, après une discussion en commission mixte paritaire où on se met d'accord en fait entre ce qui a été proposé par le Sénat, ce qui a été proposé à l'Assemblée nationale, on essaye d'établir un consensus et puis on établit un budget qui là est voté. Et donc, est-ce que l'équilibre actuel de l'Assemblée peut venir perturber ce processus ? Évidemment oui, le pataquès actuel fait que tout est totalement chamboulé. Alors en général, quand tu as le gouvernement et l'Assemblée qui sont du même bord, ça c'est assez facile, ton budget est voté sans aucun problème. Et puis alors tu as le gouvernement qui peut aussi faire adopter le texte en 49.3. C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec Elisabeth Borne. Dans ce cas, il engage la responsabilité de son gouvernement devant le Parlement et les oppositions peuvent déposer une motion de censure avec le risque que le gouvernement chute. Alors, soit il décide de passer par un vote normal qui peut être refusé, et dans ce cas-là, il faut resoumettre un nouveau budget. Mais bon, c'est quand même un sacré camouflet, ça veut dire que le Parlement n'approuve pas la politique. Ça, c'est s'il y a un vote conclusif ou un 49.3. Mais Béatrice, on sait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs, quasiment aussi puissants les uns que les autres, en nombre de députés en tout cas. Que se passerait-il s'il n'y avait pas d'accord dans les 70 jours impartis pour voter le budget ? Alors concrètement, ça signifie que rien n'a été adopté à la mi-décembre. Sauf qu'il y a un petit tic-tac, il faut absolument qu'il y ait un budget au 31 décembre à minuit, parce que sinon, il n'y a plus d'argent pour payer les fonctionnaires, les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, il y a quand même un délai qui est très, très strict. Donc, ça veut dire que mi-décembre, il reste 2 à 3 semaines pour faire adopter un budget. Alors, pendant ce laps de temps, si il y a toujours des discussions et si ça n'a abouti à rien, le gouvernement peut faire adopter une partie de son budget par ordonnance. C'est écrit dans l'article 47 de la Constitution. S'il y a un vote négatif sur ce budget, alors là, le gouvernement peut faire adopter en urgence une loi. Il va demander au Parlement l'autorisation de lever les impôts pour payer en fait les fonctionnaires, l'école, les hôpitaux à partir du 1er janvier. C'est une disposition de continuité nationale qui est prévue dans la Constitution. Ce que tu nous décris là, c'est un peu le scénario catastrophe. Alors c'est le scénario catastrophe, mais ça s'est déjà produit en fait. En 1962, il y avait eu une motion de censure contre le gouvernement Pompidou et donc Pompidou avait été obligé de lever les impôts par le biais de cette loi d'exception. Et puis en 1979 aussi, une deuxième fois, là c'est le budget de Raymond Barre qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel et puis c'était trop tard et on n'avait pas le temps de refaire tout ce que je t'ai expliqué, la navette parlementaire, etc. On voit bien que là on est dans une situation exceptionnelle. Plus on attend à former un nouveau gouvernement, plus on attend pour avoir un budget, un projet de loi de finances pour 2025 qui soit prêt et plus le risque d'être dans une situation exceptionnelle comme celle-ci est élevé à un moment
où on a quand même besoin d'avoir un budget solide. Oui, on a régulièrement évoqué dans la loupe l'aggravation du déficit de la France. Je te l'ai souvent dit, la France est dans une situation budgétaire très compliquée par rapport à nos partenaires. On a quand même le pays qui a le déficit public le plus élevé, une dette qui est parmi les plus élevées, un service de la dette, c'est ce qu'on doit payer à nos créanciers qui est très très important, bien plus que ce qui se passe par exemple en Italie, et que nos partenaires européens nous regardent de très près. Et donc nos alliés européens, qu'est-ce qu'ils regardent en particulier ? Et ils vont regarder effectivement comment on va construire ce budget-là. Alors juste après le second tour, tu as eu quand même un ouf de soulagement partout en Europe, puisque le Rassemblement national, qui était le parti le plus eurosceptique, n'est pas arrivé en tête. Il n'y a pas de majorité absolue pour le RN. Le problème, c'est quand même la coalition qui tarde à se construire, et on ne sait pas bien où va être le point d'équilibre. Si c'est quelque chose plutôt de centre droit, et auquel cas on devrait être dans une construction d'un budget pas si éloigné que ce qui était prévu à l'origine, ou si là on penche clairement vers la gauche avec des dépenses qui sont beaucoup plus importantes, et donc un déficit qui ne se réduit pas et qui pourrait même s'accroître par rapport au fameux programme et à la feuille de route qui avait été envoyée par la France à Bruxelles. Et donc c'est ça que nos partenaires européens et que la Commission européenne va regarder de très près. Commission européenne qui, par ailleurs, a placé la France dans une procédure de déficit excessif et dans laquelle la France s'est engagée à réduire ses déficits. Donc tu vois, l'équilibre est très très compliqué. Alors, je me suis permis d'écouter votre conversation, et si je peux ajouter quelque chose, en fait ce sujet budgétaire va avoir énormément d'implications, et notamment sur le rôle et sur l'influence de la France en Europe. Bonjour Charles, je te présente à nos auditeurs. Charles Aquet, rédacteur en chef du Service Monde. Qu'est-ce que l'incertitude politique actuelle implique pour la position européenne de la France ? Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la France a toujours joué un rôle un peu disruptif en Europe. Ça a toujours été un rôle d'inspirateur, de lanceur d'idées. En fait, un certain nombre d'idées et de projets, de grands projets, ont été impulsés par la France. On pense notamment au plan de financement au moment du Covid. On pense aux notions d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne. Et ces idées ont toujours donné à la France ce rôle un petit peu à part. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de marge financière, apporter des belles idées, avoir des grands projets, faire de grands discours, c'est très bien, mais vous n'êtes plus crédible. Parce que vous êtes un peu à la fois donneur de leçons et dans la capacité de passer à l'action. Donc la France et Emmanuel Macron ne vont plus pouvoir jouer ce rôle-là, ce rôle d'impulsion. Et je pense que c'est important parce que ça veut dire qu'on risque d'avoir une Europe qui va avoir une voilure qui va baisser. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays, pas beaucoup de dirigeants qui aujourd'hui jouent ce rôle un petit peu d'apporteur d'idées et d'inspiration. Et tu as des exemples de ça, Charles ? Oui, par exemple, le grand emprunt que l'on veut mettre en place pour la défense européenne. Kaja Kallas, la première ministre estonienne, parle de 100 milliards d'emprunts. Emmanuel Macron défend cette idée, mais franchement, quand vous avez des finances qui sont dans l'état dans lequel elles sont en France, c'est quasiment impossible de continuer à promouvoir une telle idée. Ça, c'est vraiment un exemple. Il y en a d'autres, par exemple sur la transition écologique. On n'est plus crédible avec ce genre de discours aujourd'hui. Donc la voix de la France risque de perdre vraiment en importance, en puissance, et on le voit d'ailleurs en ce moment où il y a des tractations importantes à Bruxelles pour essayer de doter les commissions, pour essayer de placer des gens. Chaque État fait tout ce qu'il peut pour placer des gens à eux, évidemment, et il se trouve que pour la France, c'est très compliqué parce que le Renew, qui est le groupe auquel appartient le groupe Renaissance, a laissé des plumes dans la bataille. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est très difficile pour nous de continuer à peser et avoir une influence. Merci Charles, merci Béatrice pour ces précisions. Merci. Merci Charlotte, au revoir. Je vais aller voir maintenant du côté de la rubrique Tech. On a consacré beaucoup d'épisodes à la politique macroniste vis-à-vis des startups. Et après ces législatives, c'est un secteur qui doit se poser beaucoup de questions. Maxime Recoquillé du service Tech est juste ici. Bonjour Maxime. Bonjour Charlotte, je peux faire quelque chose pour toi ? Oui, alors je t'explique. Depuis le début de cet épisode, on s'interroge sur les conséquences du scrutin de dimanche dernier. Toi, tu suis tous les sujets liés au numérique et tu échanges avec de nombreux experts et professionnels de la tech. Alors comment ils perçoivent la situation actuelle ? Déjà, je peux te dire que la défaite relative du RN a donné une vraie bouffée d'air frais à tout le monde. Alors il y a deux raisons à ça. La première, en fait, elle est humaine. Le secteur de la tech emploie beaucoup d'ingénieurs de talents étrangers qui peuvent venir du Maghreb, du Canada, du reste de l'Europe, comme l'Italie ou par exemple la Hongrie. Mais je ne te cache pas que la séquence sur les binationaux et toute la
politique anti-immigration du RN, ça leur a fait très peur. Et la deuxième raison, elle est purement économique. Le secteur de la tech, c'est un secteur qui est très international aussi dans ses capitaux. Nos pépites françaises, elles ont souvent besoin d'être financées donc par des investisseurs étrangers. Donc le RN aurait peut-être rendu l'écosystème français un peu moins attractif. Après, le monde de la tech reste toutefois encore un peu perplexe. Et pour quelle raison ? On voit bien ces derniers jours que les partis ont du mal à s'entendre pour former une coalition qui puisse gouverner. Pas d'entente veut dire aussi pas de politique numérique actuellement et pas de politique numérique ambitieuse. Donc c'est la mise en stand-by des chantiers qui avaient été lancés par le gouvernement précédent. Évidemment, ça ne les réjouit pas. Tu as des exemples concrets de projets qui pourraient être remis en cause ? Alors remis en cause, c'est peut-être une expression un peu radicale, mais il y a plusieurs projets qui suscitent des attentes et des inquiétudes. Sur le plan normatif d'abord, donc il y a quelques mois, un rapport a été publié concernant l'intelligence artificielle et comment la France pouvait se saisir de ce sujet pour en bénéficier économiquement et au niveau sociétal. Donc c'était un rapport qui globalement était assez positif et plutôt encourageant. Et à l'intérieur, il y avait notamment beaucoup de recommandations à suivre pour profiter justement de l'intelligence artificielle générative. Ce rapport, pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qu'un prochain gouvernement pourra en faire. Est-ce qu'il va suivre ses recommandations ? Est-ce qu'il va toutes les suivre ? Certains ont comparé la course qui se joue actuellement dans l'IA à celle du spatial dans les années 60-70 durant la guerre froide. Et on a bien vu à l'époque que le moindre retard pouvait coûter cher. Là, la situation est un peu la même. Et sur le plan économique, est-ce que la situation inquiète également ? Oui, il y a plusieurs points d'interrogation. Le plan France 2030, par exemple, comporte des milliards d'euros d'investissements publics supplémentaires qui devraient être dédiés au secteur numérique. Et donc, certains se demandent si les enveloppes vont être revues à la baisse par un nouveau gouvernement. C'est totalement possible. Il y a aussi un enjeu d'infrastructure. Lors du dernier sommet Choose France, organisé par Emmanuel Macron, le président avait promis une loi pour simplifier l'implantation de data centers en France. En échange, des investisseurs étrangers avaient promis à peu près 5 milliards d'euros pour s'implanter en France, dont 4 par le seul Microsoft. On a besoin de ces data centers qui sont vraiment l'infrastructure physique du numérique pour produire des modèles de langage qui feront ensuite fonctionner nos IA, mais on va aussi en avoir besoin pour faire circuler nos voitures de dernière génération ou encore pour développer tout un tas de nouveaux projets dans la médecine et dans la recherche de médicaments notamment. Le souci, c'est que ces data centers, ils prennent pas mal de place, ils sont connus aussi pour être assez énergivores, donc on peut très bien se dire qu'une coalition qui pencherait à gauche verrait d'un mauvais œil cette loi de simplification. C'est vraiment que de l'hypothétique, mais en tout cas, ça peut poser des questions. Si je comprends bien, Maxime, tout le secteur est un peu dans l'expectative. Oui, le secteur est dans l'attente, d'autant plus qu'ils ont profité depuis 7 ans d'un président et d'un gouvernement, d'une majorité à l'Assemblée qui était quand même plutôt proactive sur les questions du numérique et qui a fait beaucoup avancer leur sujet. Donc là, ils ne savent pas vraiment à quelle sauce ils vont être mangés, d'autant plus que pendant la campagne électorale des législatives, le sujet du numérique a été assez peu discuté, voire même pas du tout. Et au-delà même du numérique, il y a beaucoup d'autres dossiers dont on n'a pas parlé durant cette campagne. À la rubrique climat, ils pourront d'ailleurs te le dire, ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Là, il y a des feuilles de route qui sont attendues depuis la fin 2023 pour décliner nos objectifs climatiques dans la loi. Eh bien, elles risquent d'être encore reportées. Idem pour le service Sciences et Santé. Les gens attendent des réponses claires pour résorber les déserts médicaux, mais étrangement, c'est un sujet qui a été évité lors de la campagne. Merci beaucoup Maxime pour ces précisions. Avec plaisir Charlotte. Alors, beaucoup de nos collègues sont sur le terrain aujourd'hui, mais certains journalistes auraient pu aussi nous parler de la politique pour l'école ou encore de la question de la fin de vie. Bref, vous l'avez compris, les prochains mois promettent de longues discussions, parfois houleuses. Alors pour ne rien rater, je ne peux que vous encourager à lire les analyses de la rédaction sur l'express.fr. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.